Gustave Thibon, au secours des évidences. L'école en question. J'ai reçu hier les confidences désabusées d'une jeune professeure de latin. Quel triste métier que le nôtre! L'autre jour, à la suite d'un malaise, je n'ai pu me rendre au collège, et mes élèves, m'a-t-on dit, dispensés de latin pour cette fois, se sont aussitôt égayés dans la cour de récréation en poussant des cris de joie. Dans les autres métiers, l'offre et la demande coïncident, le service correspond à un désir. Si le plombier qu'on attend ne vient pas, on n'est pas du tout content. De même pour le médecin qu'on appelle, ou pour le restaurateur chez lequel on s'apprête allègrement à dîner et dont on trouve la porte fermée. Sans parler du train qui ne part pas, du courrier qui n'est pas distribué un jour de grève. Pour nous, c'est le contraire. Le client ne demande qu'à n'être pas servi. Ces propos illustrent bien la crise actuelle de l'enseignement. Nous n'avons jamais eu tant d'écoles et tant de professeurs, et le niveau général de la culture baisse d'année en année. La majorité des élèves s'ennuient en classe, réagissent souvent par le chahut, et dans cette atmosphère d'indifférence ou de refus, les malheureux professeurs voient sombrer leur vocation. On m'a montré récemment, dans les environs de Paris, une immense maison de repos destinée à recevoir les membres de l'enseignement gravement déprimés. Imagine-t-on un pareil établissement pour mécaniciens ou boulangers malades? Dans les autres professions, écrit le philosophe Jacques Dufresne, on peut être heureux dans son métier. Dans l'enseignement, on ne peut l'être que malgré son métier. À quoi tient cette dégradation? L'enseignement en France est gratuit et obligatoire jusqu'à 16 ans. Or, c'est un fait avéré que la plupart des jeunes n'ont ni goût ni disposition pour les études scolaires. À quelques exceptions près, les petits paysans de mon village se moquent éperdument de l'histoire, de la géographie, des tragédies de Corneille ou de Racine, des discours de Cicéron et des commentaires de César. Ils sont à l'école contraints et forcés comme ils iront plus tard à la caserne. À cette différence près que la conscription obligatoire répond aux impératifs de la défense nationale et qu'elle comporte une discipline éducatrice, tandis que l'école obligatoire, avec son mélange de contraintes et de relâchement, a pour résultat le gaspillage de temps des élèves et de l'énergie des maîtres, les premiers forcés de manger sans appétit et les seconds transformés en gaveurs. J'entends l'objection, ces jeunes n'ont pas envie d'aller à l'école, mais n'en ont-ils pas besoin? Ces connaissances qu'on leur injecte contre leur gré leur seront utiles plus tard. Combien d'enfants apprendraient à lire si on consultait leur goût? Vous ne diriez pas pour autant qu'il faut supprimer l'école primaire et se résoudre à voir grandir une génération d'illettrés. Distinguons. Il est bon et nécessaire que tout enfant apprenne, suivant la vieille formule, à lire, à écrire et à compter. Mais s'il n'est ni doué, ni motivé pour aller au-delà, le peu qu'il apprendra sans l'assimiler, il s'empressera de l'oublier, à la façon d'un organisme qui élimine spontanément un corps étranger. Et puis, en a-t-on vraiment besoin? Il existe une infinité de professions, et les métiers manuels par excellence, où les notions scolaires ne sont d'aucun prix, mais qui, par l'attention et les devoirs qu'elles impliquent, inculquent une expérience directe des êtres et des choses, un sens du réel et du possible. En un mot, une sagesse qui laisse loin derrière elle la masse abstraite et indigeste des connaissances puisées à l'école. Je sors souvent enrichi de la conversation de tel paysan, tel artisan ou commerçant de mon village. De l'école, il n'a rien retenu, mais de son métier, il a tout appris.
Force est de conclure qu'il a perdu stupidement quelques années. Où est la solution? Abaisser l'âge de la scolarité obligatoire, diversifier très tôt l'enseignement en fonction de la pluralité des aptitudes et des vocations. L'apprentissage concret d'un métier importe plus que le malaxage de cerveau. Enfin, sélectionner les rares vocations intellectuelles. Le professeur cité plus haut me disait que sur 30 élèves, il s'en trouvait au plus 3 ou 4 qui s'intéressaient à son cours. Par un sévère examen de passage, assorti de bourses pour les mieux doués, issus de parents non fortunés. On m'accusera d'obscurantisme et d'élitisme. Au premier reproche, je répondrai que les intellectuels n'ont pas le monopole de l'intelligence, que celle-ci revêt des formes très diverses, dont l'aptitude aux performances scolaires n'est pas nécessairement la plus haute, et qu'on fait tort à tout le monde en voulant couler tous les cerveaux dans le même moule. Et au second, que la notion d'élite n'a pas de rapport avec le niveau d'instruction livresque, qu'elle concerne les meilleurs dans tous les milieux et dans toutes les professions, et que ce sont précisément ces meilleurs qu'un enseignement attentif aux réalités de la vie devrait détecter et encourager. Ce qui exige une réforme fondamentale de l'école actuelle, bloc monolithique où la pléthore des effectifs s'allie à l'anémie de la vraie culture et où, ligotés par des programmes standards, les élèves perdent le goût d'apprendre et les maîtres la joie d'enseigner.